téléspectateurs, bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau numéro de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Louis-Georges Tin, qui est, entre autres, le président du CRAN. Alors, je vais faire, cher monsieur, une petite biographie courte et partielle. Donc, j'ai noté que vous êtes docteur ès lettres, actuellement maître de conférences à l'Université d'Orléans, mais que vous avez également enseigné à l'École normale supérieure. Vous avez publié plusieurs livres, vous êtes engagé dans plusieurs associations. Bref, vous avez une vie sociale et culturelle intense. Vous avez également une vie d'engagement et de militance, et en effet, vous êtes connu surtout comme un militant dans la lutte contre l'homophobie et le racisme. Par exemple, vous avez fondé en 2005 la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, et vous êtes actuellement président du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, comme je le disais. Donc, est-ce que vous pouvez présenter un peu sommairement à nos téléspectateurs ce qu'est le CRAN et quels sont ses principaux objectifs? Bonjour, merci de votre invitation. Donc, le CRAN est une fédération qui existe en France, qui regroupe les associations noires, qui travaillent sur la question du racisme, sur la question du colonialisme également. Et nous avons de plus en plus d'activités à l'international. Nous avons fondé d'autres branches au Maroc, au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, aux États-Unis aussi avec Jesse Jackson. Donc nous avons de plus en plus une activité qui porte sur les activités du mouvement panafricain, j'ai envie de dire, tout simplement. Oui, parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de problème de colonialisme et d'exploration de ce champ-là. Chacune de nos branches a ses spécificités. Quand on est, par exemple, je ne sais pas, en Mauritanie, c'est peut-être la question de l'esclavage ou de ses séquelles. Dans d'autres pays, ce sera la question du développement économique. Aux États-Unis, le CRAN USA travaille beaucoup sur la question des réparations. Donc chacun a un peu sa spécificité. Et puis moi-même, je m'occupe de coordonner tout cela et je m'occupe de nos activités françaises. D'accord. Alors, vos activités françaises, quelles sont-elles actuellement? En France, nous nous occupons beaucoup de lutte contre les discriminations. C'est évidemment un enjeu important. Mais nous avons aussi lancé une campagne depuis 2 ans sur les réparations liées à l'esclavage et à la colonisation. Et cela est un sujet qui semble nouveau pour beaucoup de gens et qui en réalité est aussi ancien que l'esclavage lui-même. D'accord. Alors, nous reviendrons un petit peu tout à l'heure sur cette question. Je vais un petit peu aller dans l'actualité parce que je suis allée sur votre site internet. J'ai remarqué que vous aviez été au Burkina Faso. Vous avez rencontré le président Blaise Compaoré pour un entretien qui, d'après ce que vous dites, pourrait déboucher sur la création d'un CRAN Burkina. Et donc, vous dites également souhaiter une plus grande coopération avec les pays d'Afrique et participer au développement de l'Afrique, ce qui est tout à fait louable. Sauf que je m'interroge parce qu'à aucun moment vous ne parlez des principes de la démocratie. Or, il y a actuellement des centaines de milliers de Burkinabés dans la rue pour réclamer la non-prolongation du mandat de Blaise Compaoré, enfin plus exactement le refus d'un 5e mandat pour le président Compaoré qui est déjà au pouvoir depuis 27 ans. Et de ça et de ces principes démocratiques, vous ne parlez absolument pas. Est-ce que it is none of your business, comme on dit, ça ne vous concerne pas? Nous avons parlé de ces questions et effectivement, tout ne peut pas être dit qu'il n'y a pas de résultat. Donc il faut attendre que les choses aboutissent. Mais quand nous sommes allés au Gabon, par exemple, vous avez peut-être vu aussi le communiqué de presse très critique que nous avons fait sur la question de la gouvernance démocratique au Gabon. Et il faut apporter des solutions. Et pareil sur la Mauritanie, nous n'avons pas manqué de faire des critiques sur les séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Et nous avons proposé d'ailleurs un plan de réparation pour la Mauritanie, pour que les anciens esclaves, ou ceux qui le sont encore, trouvent justement des moyens financiers, économiques, culturels, pour se réintégrer dans la société. Donc c'est également un souci justement pour le Burkina Faso. Il y a des difficultés, nous sommes en train d'y travailler, et c'est l'objet de ces discussions. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de résultat concret, ça me semble prématuré de communiquer là-dessus, parce que ça serait des effets.
Oui, mais qu'est-ce que vous attendez comme résultat concret? Parce qu'en fait, vous n'abordez absolument pas la question. Donc, est-ce que vous attendez que soit le Burkina fasse un coup d'État, soit... Enfin, je veux dire, qu'est-ce que... Dans ce communiqué de presse, si vous voulez, un communiqué de presse n'est pas une action en soi. Oui. Évidemment. Donc c'est pour cela que dans un communiqué de presse, moi je trouve qu'il ne faut pas faire d'effet d'annonce, il faut annoncer des résultats et non pas un vœu pieux. Donc évidemment il y a des gens qui manifestent et ils ont raison, ils sont légitimes, mais nous qui n'avons pas, qui ne sommes pas au Burkina en ce moment, avons un devoir de travail, d'expertise, de conseil, et si nous obtenons des résultats, en général nous communiquons. C'est la pratique du cran. Quand il y a des résultats, on communique, s'il n'y a pas de résultats, ce n'est pas la peine de communiquer, ça ne sert à rien. Donc, quel genre de résultats attendez-vous à propos du Burkina en particulier? Eh bien que la question de la gouvernance soit repensée, comme dans les autres pays d'Afrique. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, comme je vous dis, tant qu'il n'y a pas de résultat, je ne communique pas. C'est un peu la devise du cran, sinon on fait des effets d'annonce et ça ne sert pas à grand-chose. D'accord, donc nous ne saurons rien. Alors passons donc à une autre question. Donc vous parliez tout à l'heure de réparation. Alors je voudrais aborder le sujet des réparations par cette plainte que vous avez portée le 10 mai 2013 contre l'État français et la Caisse des dépôts pour crimes contre l'humanité. Puis, il y a une deuxième plainte, si j'ai bien compris, contre l'État et SPI Batignolles, qui est une grande entreprise française de bâtiments et travaux publics. Et cette affaire concerne notamment ce qui s'est passé avec le chemin de fer Congo-Océan, alors qui est une ligne de chemin de fer extrêmement ancienne qui a été commencée sous la colonisation. Mais je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette plainte et comment tout ceci est organisé avec cette affaire de chemin de fer que je crois, le Congo essaie de maintenir à flot et de même réhabiliter? Tout cela s'inscrit dans une campagne plus générale sur la question des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation. Nous avons eu des discussions avec Matignon, à l'époque Jean-Marc Ayrault, qui s'était engagé à mettre en place une politique de réparation, pas seulement financière, avait-il dit, donc y compris financière. Ça avait été confirmé par Najat Vallaud-Belkacem, à l'AFP, sur Canal+, et M. Hollande s'y est opposé. Par conséquent, faute de dialogue politique, nous avons estimé qu'il fallait avoir un dialogue judiciaire. Quand le conflit existe, il faut le régler devant un tribunal. Et c'est pour cela que nous avons assigné l'État dans ces deux affaires. Et la deuxième que vous avez évoquée concerne en effet le Congo. Car, il faut le savoir, l'esclavage n'a pas été aboli en 1848 comme on le croit généralement. Ça, c'est la mythologie républicaine. En réalité, on a remplacé l'esclavage par le travail forcé. Alors, le travail forcé sans salaire, quelle différence avec l'esclavage? Je vous le demande. Il n'y en a pas. Juridiquement, c'est très différent. Dans la réalité, c'est exactement la même chose. Et donc, les anciens esclaves de Martinique, de la Guyane, de la Réunion, ont dit nous nous sommes libérés nous-mêmes. Il n'est pas question que nous allions dans ce travail forcé qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'esclavage dont nous nous sommes libérés. En revanche, dans les nouvelles colonies d'Afrique et d'Indochine, les armées françaises étaient en position favorable et elles ont mis en place ce système qui a perduré jusqu'en 1946, 1900, j'ai bien dit 46, date de la loi Houphouët-Boigny, et ce système a même un peu perduré au-delà, jusqu'aux indépendances africaines en réalité. Ce qui veut dire que, en France, nous avons eu de l'esclavage jusqu'en 1960, 46 et même un peu au-delà. Et dans la première époque coloniale, avec les esclaves, le Code noir, il y a eu à peu près 2 millions de personnes sous esclavage. Donc de Saint-Domingue à La Réunion, au total à peu près 2 millions de personnes. Dans la seconde époque coloniale, à partir du 19e siècle, jusqu'à 1946, voire au-delà, il y a eu entre 6 et 8 millions de personnes qui ont été enrôlées, capturées au lasso, enfermées dans des camps de travail, c'est l'expression de l'époque, et qui ont été déportées, parfois sur des milliers de kilomètres, à pied, pour travailler dans ces conditions. Alors, il se trouve que le chemin de fer du Congo-Océan est un exemple très célèbre de ces travaux forcés, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'accord, donc vous attaquez l'État, vous attaquez les compagnies qui ont qui ont présidé aux travaux pour obtenir un dédommagement financier. Oui, pour expliquer ce qui s'est fait, dans les années 20, la France décide de construire un chemin de fer pour rallier le centre du pays à l'océan, le long Congo-Océan.
Et on a besoin de main-d'œuvre qu'on va chercher non seulement dans tout le Congo, mais aussi au Gabon, au Cameroun, jusqu'au Tchad. Et des gens ont marché sur des milliers de kilomètres à travers le désert, la forêt, la montagne, sont morts de faim, de soif, d'épuisement. 17 000 morts selon les chiffres officiels, les chiffres de la police aujourd'hui, plus de 100 000 en réalité. D'accord. À l'époque, cela a été dénoncé non seulement par les Africains eux-mêmes, qui se sont battus bien sûr, mais aussi par des gens comme André Gide, prix Nobel de littérature, qui étaient colonialistes, mais qui trouvaient que quand même c'était trop. Albert Londres, le grand journaliste qui a donné son nom au prix Albert Londres, écrit un livre qui s'appelle Terre d'ébène, la traite des Noirs. Le ministre des colonies, Maginot, qui a donné son nom à la ligne Maginot, il reconnaît qu'il y a sur le chantier 57% de mortalité. 57%, c'est considérable. Et plus encore, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, mais aussi l'Organisation internationale du travail, ne cesse de condamner la France en disant « Quelque nom que vous donniez à cela, cela n'en reste pas moins de l'esclavage, cela contrevient au droit international et au droit français. » D'accord. Nous disons, il y a un crime, oui. Il y a un crime contre l'humanité, par conséquent imprescriptible, il faut une réparation. Alors les modalités doivent être définies par les personnes. Je veux dire qu'il y a des gens qui habitent encore dans ces villages qui ont été sinistrés. Eh bien, sans doute, ces personnes auraient besoin soit d'argent, soit d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux. Et nous avons demandé à Spi Batignolles qu'il nous aide à faire une cartographie des zones sinistrées et qu'il réfléchisse aux modalités possibles de la réparation en accord avec les héritiers des victimes. Évidemment, ils s'y refusent. D'accord. Et quels arguments est-ce que Spi Batignolles donne pour refuser? Alors, pour l'instant, le procès n'a pas encore eu lieu sur le fond. Pour l'instant, il y a une bataille de procédure un peu technique. Donc, nous n'avons pas tout à fait entendu leurs arguments sur le fond. Ils sont relativement prévisibles. Ils ne vont pas nier les faits. Alors, sur le nombre de morts, on ne sera pas d'accord, mais ils reconnaissent qu'il y a effectivement déportation de personnes, parce que les faits sont très contestables. Le président du groupe a lui-même écrit un livre qui s'appelle Spi, une histoire. Il reconnaît les faits, mais en gros, il dit qu'il fallait bien ça. Il ne faut pas demander de s'arpesser les œufs, c'était le rôle positif de la colonisation, maintenant il y a un beau chemin de fer. Vous voyez, c'est un petit peu ça le discours. D'accord. Ils ne contestent pas la réalité. Donc ils vont plutôt se battre sur la forme, sur la procédure, en disant qu'il y a prescription. Sans doute vont-ils dire aussi que c'est des choses trop vieilles, qu'on ne sait pas à qui il faut réparer. Bon, ce genre d'arguments un peu bidons selon moi, qui ne tiennent pas la route. Mais alors, est-ce que vous ne trouvez pas quand même un petit peu dangereux au moment où effectivement les entreprises françaises ne sont pas vraiment en très bonne forme, d'attaquer ces entreprises en leur disant, eh bien, réparer ce dont aucun des dirigeants actuels n'est responsable finalement, puisqu'il y a toujours une part de responsabilité pénale pour les dirigeants d'entreprise, mais ce sont des faits qui remontent à plus de 50 ans, même plus de 80 ans. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu dangereux quand même d'ouvrir la boîte de Pandore et qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement néfastes? C'est-à-dire qu'il y a quand même des entreprises qui font du développement, qui font du mécénat, etc. Vous n'avez pas un peu peur de prendre un retour de bâton C'est que l'on massacre des gens sans justice. C'est ça le vrai problème. Et les entreprises qui ont bénéficié d'une impunité totale hier continuent encore aujourd'hui. Je pense à des groupes qui font du travail dans l'énergie et l'uranium et qui irradient des régions entières. Je pense à des groupes qui maintiennent des gens dans des conditions de servilité totale aujourd'hui, qui font des bénéfices faramineux, qui ne payent pas d'impôts, que ce soit d'ailleurs en France ou en Afrique. C'est ça le danger. Oui, d'accord. Et on ne me fera pas pleurer sur des groupes qui font des milliards, qui ne payent pas d'impôts et qui seraient en quelque sorte affectés par la nécessité de rendre justice. Vous savez, la question de la réparation est le principe de toute justice. Pas de justice sans réparation. Il y a eu des réparations après la Première Guerre mondiale et l'Allemagne a payé jusqu'en octobre 2010. Il y a eu des réparations après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des réparations pour les Amérindiens. Il y a eu des réparations pour les Japonais qui étaient dans des camps aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas pourquoi les Africains seraient les seuls peuples à ne pas pouvoir demander justice. Et je crois que c'est quand, au contraire, on favorise l'impunité, qu'on favorise la reconduction des nouvelles injustices. Parce que l'entreprise qui, depuis 100 ans, exploite l'Afrique en toute impunité, pourquoi voulez-vous qu'elle change ses pratiques ?
Disons que ça pourrait encourager d'autres personnes à demander des réparations, ça pourrait multiplier les procédures, mais vous ne pensez pas que c'est un peu absurde parce qu'à ce moment-là, on peut prendre tous les immigrés qui sont actuellement en France, même en Allemagne, en Italie, etc. Ça peut être ça peut être les Espagnols, les Portugais, les Italiens, etc. Donc chacun est habilité, parce que ça fera jurisprudence, donc chacun va devenir habilité à demander réparation du préjudice voilà, dont leurs grands-parents. Vous vous rendez compte qu'on va se retrouver à tous demander justice pour des choses qui se sont passées il y a 80 ans? Contre l'humanité, c'est un crime contre l'humanité. Alors, des crimes contre l'humanité, il n'y en a pas tout le temps, heureusement, mais est-ce qu'on doit accepter, par principe, qu'un crime contre l'humanité reste dans l'impunité? C'est ça la question. C'est-à-dire, un crime contre l'humanité arrive quelque part, et on doit dire, les coupables peuvent continuer comme avant. Attendez, les coupables ne continuent pas comme avant, puisque les mêmes entreprises ne sont plus tout à fait... enfin, je veux dire, Areva qui exploite l'uranium n'a rien à voir avec Congo-Océan. Donc, vrai, mais Spibatignol existe toujours. Oui, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi un bienfait? Est-ce qu'ils n'ont pas, d'une certaine manière, réparé déjà ces choses-là? Est-ce que vous pensez que les villages qui ont été sinistrés sont toujours sinistrés? Spibatignol n'a pas du tout réparé et trouve qu'ils ont fait du bon travail, ils en sont très fiers. Et beaucoup d'autres entreprises issues de la colonisation, même après, vraiment ne l'ont pas réparé. Areva n'a pas réparé les torts. Les gens qui sont irradiés dans toutes ces régions du Niger le savent très bien. Vraiment, je crois qu'il faut travailler sur ce sujet et prendre conscience du monde dans lequel nous voulons vivre. Et récemment, Mme Taubira a rendu justice à des ouvriers qui avaient été licenciés en France dans les années 40 ou 50, et réparation leur a été faite. Donc des ouvriers qui sont licenciés dans les années 40 peuvent avoir réparation, mais des gens qui sont morts dans l'esclavage, toujours sous domination française, eux ne pourraient pas avoir réparation juste parce qu'ils sont africains. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais s'ils sont morts, il va falloir indemniser les descendants. Oui. Donc comment... Oui, mais alors... bon, en France encore, bon, notre administration, avec les défauts qu'elle a, elle est quand même, malgré tout, elle suit un petit peu les gens. Seulement, dans les pays d'Afrique, les frontières de l'époque ne sont plus celles d'aujourd'hui. Les gens n'étaient pas forcément enregistrés, etc. Il y a des documents qui ont disparu. C'est un travail de Romain. Alors, rassurez-vous, ceux qui exploitent les peuples ont souvent des administrations bien faites. Et donc, ils ont des comptabilités, ils savent combien de personnes, ils savent dans quel village. Et donc, on ne peut pas toujours identifier la personne, mais on peut dire, ce village a été sinistré, on sait qu'on a pris 300 personnes, eh bien, on peut peut-être construire une école sans savoir s'il y a eu 302 personnes, 301, est-ce que la personne s'appelait Amadou ou pas. On peut, malgré tout, proposer une réparation. Cela s'est fait dans quantité de contextes que j'ai évoqués déjà tout à l'heure. Par exemple, aux États-Unis, une entreprise comme Bank of America, la plus grande banque du monde, a été identifiée comme ayant eu par le passé des centaines d'esclaves. Eh bien, on leur a dit, il serait bon que vous fassiez réparation. Et effectivement, ils ont compris, pour des raisons de justice ou des raisons d'image, bon, peu importe, mais en tout cas qu'il fallait payer réparation. Et ils ont mis en place des bourses pour des étudiants méritants, noirs et pauvres. Donc des bourses scolaires, aux États-Unis, l'éducation coûte fort cher. Oui. Donc ils ont payé l'éducation, les stages, et ils ont dit, si vous voulez travailler dans notre entreprise, vous aurez des postes, vous avez été formé en conséquence. Et on n'a pas cherché à savoir si tel jeune d'aujourd'hui est exactement l'arrière-petit-fils, mais on a estimé qu'une justice devait redistribuer une partie de cet investissement, car Martin Luther King le dit très clairement, les gens oublient que l'esclavage, c'est deux choses. Privation de liberté, et les tortures qui vont avec, et ça c'est irréparable, et aussi privation de salaire. Et du coup, ça c'est réparable, parce que les gens, vous avez remarqué que les descendants d'esclavagistes sont souvent plus riches que les descendants d'esclaves. J'avais remarqué. Car les uns transmettent le capital accumulé de génération en génération, et les autres transmettent à leurs enfants et leurs petits-enfants la misère accumulée. Donc Spibatignol aujourd'hui n'est pas coupable des faits d'il y a 70 ans ou 80 ans. En revanche, ils en sont bénéficiaires. Et comme l'entreprise existe toujours, on dit ce capital que vous avez amassé, dont vous jouissez tous les jours, eh bien, une partie de ce capital doit être reversée à ceux qui ont été exploités et qui subissent encore les conséquences de ce crime contre l'humanité. Parce qu'il faut rappeler
que le crime contre l'humanité n'est pas quelque chose qui arrive le samedi soir et le lendemain matin, vous partez au travail avec un Mars, comme ça repart, un peu de chocolat, et voilà. Pas du tout. Un crime contre l'humanité, ça a des conséquences durables. Voyez un peu les Native Americans, Oui. les indigènes américains. Eh bien, certes, on peut dire, quand même, vous avez subi un génocide, mais enfin, ça fait 500 ans, Christophe Colomb c'est un peu vieux, vous devriez vous mettre au travail. On pourrait leur dire ça. Mais vous voyez en quelle situation ils se trouvent. De l'Alaska à la Patagonie, vous pouvez traverser tout le continent, vous verrez des peuples américains d'origine, dans des bidonvilles, dans des réserves, avec des taux de chômage, de désespoir. Eh bien parce qu'un crime contre l'humanité, ça a des conséquences durables et au fond, il faut aujourd'hui traiter ces questions. C'était même l'objet de la conférence de Durban, en Afrique du Sud, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il y a une très grande réflexion internationale là-dessus. La CARICOM, c'est-à-dire les États de la Caraïbe, demandent réparation. L'Union africaine va débattre de ces questions d'ici un an ou deux maximum. Il y a un rapport qui est en train d'être validé. Dans le monde entier, cette réflexion aujourd'hui aboutit et elle permet au fond de rétablir le monde nouveau sur des bases plus justes. Alors, sur des bases plus justes, oui, en termes d'éthique, en termes de philosophie, en termes de reconnaissance. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est la compensation financière, parce que c'est ramener un petit peu la souffrance des gens à 1,50 franc. C'est vrai, vous avez tué mon père, vous avez tué mon grand-père, mais puisque vous me donnez 500 $, bon ben ok, je vous pardonne. Ça, là, quelque part, ça me gêne. Pas vous? Parce que vous n'avez pas pensé à Martin Luther King que j'ai cité tout à l'heure, qui dit que l'esclavage, c'est privation de liberté, privation de salaire. Donc ce qu'on répare, ce n'est pas le corps supplicié, c'est le salaire spolié. Par ailleurs, admettons que demain, vous alliez dans la rue, vous vous fassiez tabasser par quelqu'un, qui vous casse le bras, vous avez une interruption de travail d'un mois. Vous irez au tribunal, vous demanderez réparation. Vous obtiendrez, je l'espère, justice. Et la personne sera condamnée, par exemple, à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende qui vous seront versés. Est-ce que ça veut dire que votre bras valait 30 000 €? Non. Non. Et vous aurez pourtant une indemnité financière et morale. Voilà, c'est ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Donc c'est un principe absolument banal du droit français, du droit international. Quand les gens meurent dans des avions, il y a des primes d'assurance qui sont prévues pour ça, et ça n'a rien d'extraordinaire. Donc c'est un principe absolument banal du droit. Les dommages et intérêts se calculent de manière morale et financière. Donc il n'y a pas d'exception au droit, c'est juste la banalité du droit que nous réclamons. Et encore une fois, nous disons, on a l'air de vouloir faire des exceptions pour les Africains. Et je remarque que la France n'est pas contre les réparations, puisqu'elle a demandé et obtenu des réparations à l'Allemagne jusqu'en 2010. Le seul moment où l'Allemagne n'a pas payé, c'était sous Hitler. Donc la France n'est pas contre les réparations. Quand il faut recevoir des réparations, elle est pour. Quand il faut les payer, elle est contre. Oui, ça c'est l'histoire de la charité bien ordonnée, n'est-ce pas? Et alors, bon, il y a aussi un petit problème, c'est que bon, il y a une opinion publique. Est-ce que vous craignez pas que engager comme ça dans le champ des réparations, parce que ces réparations vis-à-vis de l'Allemagne, ça n'est pas très public, ça n'est pas très médiatisé, on va dire. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une forme de conséquence qui soit un clivage racial qui s'instaure? On a déjà tellement de soucis avec le racisme. Si en plus de ça viennent se rajouter cette question des réparations, monsieur tout le monde qui réfléchit pas beaucoup et qui réagit plus qu'il n'agit, eh bien il va se dire ah bah oui, mais alors maintenant il va falloir même en plus de ça qu'on leur donne de l'argent et ça va être associé à la couleur de peau. Vous croyez pas que c'est un peu clivant quand même? Je pense que la justice tranche. Il est certain que quand il y a un conflit entre la victime et le criminel, la famille du criminel n'est pas toujours contente. Mais la justice ne fait pas que des heureux, elle est là pour trancher, c'est normal. Alors après qu'il y a des gens mécontents, ça c'est possible. Mais la justice doit malgré tout avancer et elle n'a pas pour vocation d'être consensuelle. Non, mais là, on est plus que on est vraiment dans le clivage, c'est-à-dire que on pourrait, enfin, on n'est pas encore, mais on pourrait être dans le clivage. Il va falloir expliquer ces choses-là, parce que. C'est là pour ça, et regardez, on le fait déjà ici. Lorsque le Kenya a demandé des réparations au Royaume-Uni, il faut savoir que la reine d'Angleterre, Tony Blair,
David Cameron sont issus de familles qui ont bénéficié de l'esclavage. Bon. Eh bien, le Royaume-Uni a finalement accepté de payer des réparations au Kenya. Je n'ai pas vu de mouvement de foule contre le Kenya, je n'ai pas vu d'explosion raciste en Angleterre. J'ai vu en revanche des gens qui, avec humilité, avec réflexion, ont dit « nous devons réfléchir à ce que nous avons fait, nous devons réévaluer ce que fut la colonisation ». Et je crois que c'est le contraire qui s'est passé. En gros, lorsque vous avez la réparation, vous pouvez travailler sur la réconciliation. Tant qu'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de réconciliation. Et aujourd'hui, j'irai même plus loin, vous aviez quelques soucis par rapport aux entreprises françaises. La vérité, c'est qu'elles payent déjà le prix fort de la réparation, sans le savoir. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que dans quantité de marchés internationaux, les Français sont recalés parce qu'ils ont parfois des attitudes un peu paternalistes, désagréables, ou alors ils ont laissé de mauvais souvenirs dans certains endroits, pas partout. Et du coup, beaucoup de pays du Sud, aujourd'hui, disent « nous ne voulons pas traiter avec les Français, nous préférons traiter avec d'autres qui ne sont pas forcément meilleurs d'ailleurs, mais qui n'ont pas laissé ce souvenir délicat, douloureux, etc. » Et je discutais de cela hier avec un homme chef d'entreprise qui me disait « vous savez, je crois que vous avez raison, nous nous faisons finalement saquer, exclure de beaucoup de contrats pour des raisons coloniales que nous n'avons pas forcément à l'esprit. » Donc aujourd'hui, au fond, la France paye déjà, et elle va payer de plus en plus. Alors, soit on paye d'une manière constructive, intelligente, en engageant le dialogue pour la réconciliation, soit finalement on dit non, nous avons massacré, esclavagisé, tant pis pour vous, on ne paiera rien, et de fait, on paiera quand même, mais sans s'en rendre compte, dans des conflits larvés, etc. Et ce n'est pas sain. Je préfère nettement une attitude pragmatique comme celle des anglo-saxons, qui reconnaissent les choses, qui réparent, qui engagent un dialogue, une réconciliation, et après on part sur des bases saines. Donc, en fait, vous demandez, oui, c'est ça, la réconciliation, la reprise d'un dialogue, mais alors pas tellement avec les Noirs de France, plutôt avec les Noirs d'Afrique, enfin avec les Africains, avec tous. La colonisation a concerné tous les Africains. Certains sont restés sur le continent, d'autres ont été déportés dans les Amériques, d'autres sont arrivés dans l'Hexagone et en Europe. Donc tous sont concernés finalement. Et ce n'est pas une question de Noirs. La question se pose en Algérie, au Maghreb. La France a laissé des mines, elle a laissé de l'uranium qui irradie les peuples du Sahel. La France a été aussi en Indochine. Je vois qu'aujourd'hui encore on fait dans certains musées des expositions en célébrant ceux qui ont pillé le capital d'Indochine et les œuvres d'art, les temples khmers, etc. ont été pillés. Ce n'est pas une question de noir, c'est une question en fait de justice. Oui, mais alors là, vous voulez refaire le monde. Parce que... Parce que ça... Mais si. Moi, je cherche à faire connaître et à expliquer à nos téléspectateurs comment est-ce que le monde fonctionne et comment est-ce qu'on peut aller avec davantage d'informations pour mieux le comprendre. Et donc, je trouve l'initiative excellente. Mais cela dit, je pense que l'immensité de la tâche me semble finalement la mettre hors de portée. Parce que dans ce principe de réparation, si on inclut effectivement tout ce qui a pu être fait depuis des années, et les locaux qui nous entourent d'ailleurs en sont là pour témoigner, si vous voulez, il y a eu des tas de chercheurs blancs qui sont allés sur place, et il y en a même des très célèbres, comme Marcel Griaule et Michel Léris, qui sont allés de Dakar à Djibouti, qui ont raflé tout ce qu'ils ont pu, et qui aujourd'hui, ces objets se retrouvent dans les musées. Donc effectivement, il y a de temps en temps, on restitue quelque chose à un pays, bon, très bien. Seulement, on est là un peu loin de l'esclavage. Est-ce que tout ça, c'est pas un... On est dans la justice, mais c'est un petit peu tout mélangé. Non, parce que la restitution des biens culturels fait partie de la question des réparations. Si je vous vole, vous voulez récupérer votre ordinateur, c'est normal. Donc, le processus colonial a pris des formes multiples. On a volé la force de travail des personnes, on a enlevé des femmes, des hommes, des enfants, on a volé des objets culturels avec souvent une valeur spirituelle. Nous avons fait une campagne, par exemple, sur les biens mal acquis de la France, justement au musée Morel de Branly. Et donc sur le Bénin en particulier, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, nous travaillons aujourd'hui avec la famille royale, qui est d'accord pour demander la restitution au royaume d'Abomey et au peuple béninois dans son ensemble,
des objets qui ont été volés, mais ça se fait assez régulièrement. Aujourd'hui, beaucoup de pays, et pas seulement africains, font cette demande. La Grèce, l'Égypte font cette demande légitime. Il y a des choses qui se font, mais au compte-gouttes. Et nous disons qu'on ne peut pas interdire aux Africains de venir en France et leur dire, en plus, nous avons votre patrimoine, vous ne pourrez jamais venir en France faute de visa, et vous ne pourrez pas non plus accéder à votre patrimoine. C'est comme si, je ne sais pas moi, le château de Versailles avait été raflé et qui se trouvait aujourd'hui à Berlin, et que l'Allemagne dit non, c'est trop compliqué, on garde votre patrimoine, le trône de Louis XIV, la couronne royale, etc. C'est pas possible. Quel est le respect, quelle est l'amitié que l'on veut établir entre la France et le Bénin quand on exhibe comme trophée des choses qui ont été volées après un massacre? Est-ce vraiment l'image que nous voulons donner de la France? Moi, je suis français. Quand je vais avec mes amis et que je leur montre le Quai Branly, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, oui c'est ça, nous avons raflé tout cela et nous sommes contents et fiers. Non, je suis français, je veux bien croire aux valeurs universalistes dont se prévalent tant d'hommes politiques. Je dis, si vous y croyez, vous devez commencer par restituer cela. Et franchement, est-ce que ça va accabler la France de restituer ce qu'elle a volé? Non, je crois en revanche que ça peut rétablir son image dans les pays concernés. Et c'est à cela que nous travaillons. La justice n'affaiblit pas la France, elle l'agrandit. Mais alors, si j'en reste à ce domaine culturel, les manuscrits de Tombouctou étaient à Tombouctou, des djihadistes et des terroristes sont arrivés et ils ont commencé à s'attaquer aux manuscrits. Et là, tout le monde a dit « Ah mon Dieu, c'est un patrimoine malien, c'est un patrimoine de l'humanité qui va être réduit en cendres par une poignée de fanatiques. » Problème. C'est comme si je disais, sous prétexte que demain peut-être il y a des voleurs qui viendront chez vous, que j'ai le droit de prendre tous vos bijoux, de les garder chez moi pour des raisons de sécurité. Je ne crois pas que ça marche comme ça. En revanche, on peut très bien proposer une coopération culturelle internationale pour que les biens culturels d'un pays comme de l'autre puissent être mis en sécurité, s'il le faut, à l'étranger, en cas de danger imminent. Mais ce n'est pas seulement le cas en Afrique. Vous savez qu'il y a beaucoup de vols dans les musées français, italiens ou européens. On n'en parle pas. La France est aujourd'hui aux abois parce que la grande crue qui arrive chaque année de la Seine risque de mettre en danger des objets qui sont au Louvre. Alors, il y a des choses qu'on peut mettre dans d'autres musées, mais on n'a pas la place. Eh bien, on sera peut-être content un jour de pouvoir les mettre dans d'autres musées du monde, comme ça, en tout cas de préparer les choses, et comme ça, si on voit la crue arriver, tout est déjà prêt. Donc, en fait, on n'a pas besoin de justifier le vol, on peut en revanche travailler sur la coopération. Eh bien, écoutez, Monsieur Tin, vous avez été, je crois, assez convaincant. C'est la fin de notre entretien. Je vous remercie d'avoir pris la patience et je dis à nos téléspectateurs à bientôt pour un prochain numéro de l'interview.